Alors, deuxième petite vidéo promise sur la fin du cours, du premier point du cours sur la nature, donc sur le texte de Butler. Donc j'en ai dit pas mal aujourd'hui pendant le vocal, donc je pense que vous avez les idées quand même un peu plus claires qu'à la fin de la première vidéo. J'ai lu un certain nombre de vos travaux, mais pas tous, un échantillon significatif, pour essayer d'intégrer les éventuelles questions qui ont été posées à la vidéo d'aujourd'hui. Donc je vais reprendre en fait sur les enjeux du texte. Donc je pense que vous avez bien compris l'idée principale. L'idée principale étant qu'une partie non négligeable de notre identité, le fait d'être un homme ou une femme, se révèle être quelque chose comme une construction, bien davantage qu'un fait de nature. Et donc je vais revenir là-dessus rapidement avec un exemple tout simple qui va permettre de bien montrer la discontinuité qu'il y a entre finalement être mâle ou femelle et être un homme ou être une femme, ce qui est le propos précisément de Judith Butler. Mâle ou femelle, en fait, c'est si on pense à quelques espèces animales. Voilà, j'en prends quelques-unes au gré de mes maigres connaissances sur le monde animal. Le comportement du lion et de la lionne, par exemple, ne sont pas spécifiquement féminins ou masculins. D'après ce qu'on en sait, en tout cas d'après le préjugé habituel, me semble-t-il, la lionne chasse et le lion se repose. De la même façon, certaines espèces d'araignées ou la menthe religieuse dévorent le mâle après la fécondation. Tant et si bien qu'il y a eu une espèce d'araignée dans lesquelles le mâle a pris pour habitude de donner à manger à la femelle pendant la fécondation pour éviter de se faire manger avant d'avoir fini et avoir le temps de partir après la fécondation. Donc c'est assez rigolo. Donc on a là dans ces deux exemples l'image de la lionne, de la menthe religieuse ou de l'araignée qui sont finalement plutôt violentes et plutôt énergiques, donc plutôt masculines. Et donc si on voulait faire de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire donner forme humaine ou attribuer des sens humains à des comportements animaux, on voit bien qu'en réalité, nous avons un filtre, le féminin et le masculin, qui, si nous l'appliquons à la nature, ne fonctionne pas du tout. Voilà, de la même façon, nous avons certaines espèces d'oiseaux qui ont des comportements homosexuels, si j'utilise le même terme que pour les êtres humains, ce qui évidemment va rendre plutôt discutable la question du mâle et de la femelle, telle qu'elle est habituellement traitée dans nos représentations mentales. Donc voilà, on voit bien qu'il n'y a déjà pas de continuité possible entre le phénomène biologique d'être mâle ou femelle et comment je peux dire, le fait d'être un homme ou d'être une femme, puisque même dès lors qu'on observe la nature, on ne peut pas faire un catalogue de comportements qui seraient spécifiquement attribués à la femelle et d'autres qui seraient spécifiquement attribués au mâle. Et quand on tente de le faire, on voit bien que souvent on est davantage guidé par un préjugé anthropomorphiste que par l'observation réelle de toute la diversité du monde animal. Et donc, de ce point de vue-là, non seulement il n'y a pas de continuité possible entre le biologique et le culturel humain, mais de plus, même dans la nature, il n'y a pas de régularité qui serait attribuée au mâle et à la femelle. Il y a des régularités qui sont celles qu'on apprend en biologie, c'est-à-dire la reproduction, la nutrition, l'évolution des espèces, etc. De ce point de vue-là, donc Judith Butler dit quelque chose de tout à fait nouveau dans les années 90 en disant, en essayant de donner du sens à cette ancienne phrase de Beauvoir et en disant finalement non seulement on ne naît pas femme, donc on ne naît pas naissance biologique femme, mais de plus finalement il y a quelque chose qu'on va conceptualiser sous le nom du genre qui est bien plus complexe qu'il n'y paraît, puisque au fond il est à la fois une performance mais sociale, vraiment pas individuelle, et à la fois une norme à laquelle nous tenons beaucoup, qui explique la violence d'un certain nombre de débats sur le genre, comme on a pu avoir en TG4 par exemple, c'était rigolo, et voilà, qui explique notre crispation
face à ce qui est simplement un constat en fait philosophique, hein, qui n'est pas prescriptif et qui n'induit pas de conséquences directes sur notre existence, mais simplement une compréhension philosophique de la réalité en fait, voilà, des choses. Voilà. De ce fait-là, cette discontinuité sur le genre, je pense que vous l'avez bien comprise, c'est le thème du texte de Butler. Et maintenant, je vais prendre en fait 3 petites phrases pour vraiment finir le texte et qui me permettront en même temps de répondre à un certain nombre de questions. Je vais prendre une première phrase qui n'est pas une phrase facile, que vous avez pour vous, ligne 5. Elle est un peu étonnante, cette phrase, et elle va répondre à l'une des questions posées, qui est de savoir si il est possible, il aurait été possible que le genre existe en dehors de la culture. Finalement, si l'homme n'avait pas développé la culture, ce qui nous semble impensable parce que nous sommes des êtres de culture, est-ce que le genre serait quelque chose qui existe ? Et donc cette phrase assez étrange que j'avais laissée de côté mais qu'il faut quand même étudier, répond en fait à cette question. Donc ligne 5, je vais vous lire la phrase. Nous avons considéré plus tôt que le tabou de l'inceste et le tabou antérieur de l'homosexualité étaient les moments fondateurs de l'identité de genre. Les prohibitions qui créaient l'identité selon les grilles culturellement intelligibles d'une hétérosexualité idéalisée est obligatoire. Alors cette phrase, elle est passionnante et elle n'est pas très très simple en fait. Donc je vais essayer de vous l'expliquer clairement pour ne pas vous induire en erreur. En fait, Judith Butler, elle reprend ici un constat, mais qui est vraiment très ancien, des anthropologues comme Claude Lévi-Strauss, qui disent finalement la société humaine, elle commence à exister à partir du moment où il y a le culte des morts, et puis le tabou de l'inceste, qui permet en fait, au départ, qui n'est pas du tout quelque chose de moral, mais qui permet simplement que les hommes aillent chercher un partenaire en dehors du groupe familial, et donc les sociétés puissent s'étendre. Hein, c'est ce qu'on appelle l'exogamie en sociologie. Et donc, ce moment fondateur de la culture, il est évidemment chargé de sens, et l'inceste est un tabou, pas un tabou au sens où il faudrait lever le tabou, pas dans ce sens-là. L'inceste est un tabou au sens où c'est un interdit culturel, évidemment, et c'est un interdit culturel pour les hommes, parce que les animaux, par exemple les chats, n'ont pas le tabou de l'inceste du tout. Hein. Si vous avez eu des chats et que vous ne les avez pas stérilisés, vous avez pu constater que rien ne les dérange. Dans les sociétés humaines, en revanche, il y a bien évidemment un interdit de l'inceste, bien que cet interdit puisse être transgressé dans les familles royales, où on va chercher par exemple dans les cousins proches, voilà, des conjoints, etc. C'est un petit peu étrange. Et justement, d'un point de vue sociologique, là c'est pour éviter l'exogamie, c'est pour rester dans son groupe social, très, voilà, de la... je peux dire de la monarchie héréditaire en fait, hein, c'est ça. Donc on est bien d'accord que le tabou de l'inceste, c'est quelque chose qui est culturellement admis, qui fait partie de la société des hommes, et en fait qui va devenir quelque chose qui va structurer notre espace psychique. Ça veut dire que les hommes vont être construits évidemment dans ce tabou, et quand ce tabou est transgressé, eh bien c'est dramatique, mais même quand ce tabou est transgressé, du point de vue, voilà, malgré tout, bien entendu que ce tabou existe socialement, et il existe toujours pour l'individu. L'individu sait bien qu'un interdit a été franchi, un interdit fondateur socialement. Et on comprend bien pourquoi, autant du point de vue de la sociologie, de l'anthropologie, pour l'exogamie, l'extension des sociétés, que du point de vue affectif, psychique, et des normes morales aussi. De la même façon, il y a un tabou de l'homosexualité. Donc ça, je crois, j'en ai un petit peu parlé pendant le vocal. Pourquoi un tabou de l'homosexualité? Alors ça, en revanche, c'est plus un tabou moral, c'est un tabou social. Je vous ai expliqué en fait que à partir de Judith Butler, on va commencer à penser une hétérosexualité politique. Donc c'est ce qu'elle appelle une hétérosexualité obligatoire. Qui simplement va structurer la société. Il faut que les générations se renouvellent, il faut, voilà, que l'hétérosexualité devienne une sorte de norme prescriptive
Et évidemment, comme toutes les normes, ça n'empêche pas les individus de transgresser ces normes en réalité, mais c'est une norme prescriptive politiquement qui permet le renouvellement des générations. C'est tout simplement quelque chose de politiquement très pragmatique. La politique, c'est toujours très très pragmatique, hein, c'est pas compliqué en fait. Donc ces deux tabous qui sont quand même largement fondateurs, eh bien ils vont structurer un espace psychique dans lequel on va se représenter l'univers de la sexualité, mais là ici au sens large, le fait d'être un être sexué, homme ou femme, comme quelque chose déjà de psychiquement déterminé. Ça veut dire que nul homme ou femme ne se représente homme ou femme à cause de son corps, dans un premier temps. Bien entendu que nous nous représentons homme ou femme, garçon ou fille, même dans l'enfance, avant même de découvrir la différence des corps. Voilà. Même avant cela, nous nous représentons dans une identité donc sexuée en raison de toute une structuration psychique qui est globale dans une société et qui repose sur le fait que la sexualité obéit à des normes politiques, que l'inceste et l'homosexualité sont des tabous sociaux. Voilà, l'un étant un tabou du point de vue moral que l'on comprend, l'autre étant un tabou du point de vue moral que l'on comprend intellectuellement au sens où il procède d'un rapport au corps que l'homme a besoin de normaliser pour pouvoir accepter son corps et tout ce qu'implique le corps, hein, la sexualité, les fonctions procréatives ou je ne sais quoi. Donc c'est un tabou qui se comprend mais qui moralement n'est pas légitime, hein, évidemment. Et donc cela, ça va fonder quelque chose comme une identité de genre qui n'a rien de commun avec le mâle et la femelle biologique chez l'animal, puisque n'ont pas d'identité de genre. Entre la menthe religieuse, la lionne, les oiseaux, etc., on ne voit pas apparaître d'identité de genre en fait, hein, sauf à tricher ou à se projeter dans la nature en faisant un anthropomorphisme assez, comment je peux dire, assez caricatural. Donc l'identité de genre, elle va être faite comme ça. Il va y avoir une identification de l'individu par rapport à la réalité du monde qui l'entoure et aux liens affectifs qu'il tisse en disant il y a des manières de se penser et des manières d'entrer en relation avec les autres qui sont possibles et d'autres qui sont socialement impossibles ou socialement problématiques. Voilà, socialement impossible comme l'inceste, ou qui devrait socialement être impossible comme l'inceste, et socialement problématique comme l'homosexualité, évidemment, avec toutes les difficultés que peuvent avoir les individus à faire un coming out, etc. Voilà, et donc cela crée l'identité de genre. Et donc on comprend bien ici, avec le tabou de l'inceste qui est un fondement des sociétés humaines, hein, dans l'anthropologie, et le tabou de l'homosexualité qui concerne probablement à peu près toutes les sociétés, même la société grecque, hein, qui avait un tabou de l'homosexualité par contre féminine. Donc voilà, toutes les sociétés sont concernées à peu près par ce tabou, même si on voit bien qu'il n'est pas identique dans toutes les sociétés, donc qu'il n'est pas non plus naturel, hein. Et donc on voit bien que, bien entendu, l'identité de genre, la façon dont même depuis tout petit nous savons, parce que c'est notre identité, donc il n'y a pas tellement de doute, nous savons que nous sommes un garçon ou une fille, on voit bien que c'est culturel, et que sans culture, il n'y aurait pas de genre. Et que la menthe religieuse et le mâle menthe religieuse ne vont pas avoir des comportements qui vont être dictés par leur capacité à procréer, une capacité femelle à procréer, une capacité mâle à procréer, parce que du point de vue biologique, évidemment, le sexe, ça n'est rien d'autre que cela, une différence entre des gamètes et des organes. Donc c'est pas grand-chose en fait. Voilà. Et puis, donc là, j'ai répondu à cette question. Est-ce que le genre existerait sans la culture? Bah non. Est-ce que pour autant le genre est artificiel? Bah pas du tout, puisque c'est important pour nous de pouvoir nous définir, et puisqu'on ne peut pas nous dire, voilà, bon, demain tu changes de genre. Bah non, en fait. Non, voilà, non. C'est pas intéressant, et c'est pas nécessaire, et ça va pas me permettre de me sentir bien dans cette enveloppe, cette enceinte vitale et sacrée dans laquelle je suis. De la même façon que si on dit à une personne transgenre, bah non, tu te trompes,
il va dire, bah non, moi pour mon enceinte vitale et sacrée, je sais que je ne suis pas celui que vous croyez ou celle que vous croyez. Voilà. Donc dans les deux cas, en fait, on a la même absence de choix. Et voilà, la question précisément, c'était la question, voilà, est-ce qu'on peut choisir notre identité? Bah, pas plus qu'on ne choisit finalement de tomber amoureux, pas plus qu'on ne choisit d'être nerveux, radin, explosif, calme, paresseux, travailleur, etc. Pas plus on choisit finalement notre identité de façon globale et notre identité de genre de façon particulière. Dernière chose qui est assez intéressante dans cette phrase, c'est quand elle dit, je fais la remarque rapidement, parce que finalement là on est sur de l'approfondissement, hein. Elle dit voilà, où cette phrase, une hétérosexualité obligatoire et une hétérosexualité idéalisée. Alors ça c'est intéressant, l'idée que finalement les sociétés humaines, quand elles entretiennent le tabou de l'homosexualité, ce qui est quasiment le cas de toutes les sociétés finalement, ou quasi de toutes les sociétés que nous connaissons ou qui ont une importance démographique ou politique notable, eh bien non seulement elles ont le tabou de l'homosexualité, mais de plus elles idéalisent l'hétérosexualité. Cela signifie que, qu'est-ce que ça veut dire une hétérosexualité idéalisée? C'est de la même façon en fait qu'on va attribuer dans la nature à des animaux, mâles ou femelles, des comportements, alors que quand on observe la diversité des espèces animales, en fait ça n'existe pas, il y a trop de diversité. De la même façon, ce filtre avec lequel on lit la nature, hein, toute conscience est conscience de quelque chose, et bien ce filtre avec lequel on comprend l'hétérosexualité, c'est un filtre qui l'idéalise, c'est-à-dire il s'agirait de quelque chose comme un destin, il s'agirait de quelque chose comme une orientation, il s'agirait de quelque chose qui serait normal et obligatoire. Autrement dit, ce qu'elle est en train de dire là, c'est que même on peut être hétérosexuel et finalement avoir des amitiés amoureuses par exemple, ça peut arriver. Voilà, les chevaliers connaissaient énormément cela dans le Moyen-Âge. Les hommes de l'Antiquité grecque, de Platon et d'Aristote connaissaient énormément cela. Donc elle dit finalement, bon, notre société le connaît également, je pense, énormément. Donc ce qu'elle dit finalement, c'est que non seulement il y a donc ces tabous fondateurs, mais il y a aussi une façon d'idéaliser quelque chose qui pour autant n'est pas moins réel, mais n'est pas aussi réel, aussi clair, aussi absolu, aussi évident, aussi universel que ce qu'on pense habituellement. Voilà, donc ça c'était pour la phrase de la ligne 5. Et en fait, je vais prendre deux autres phrases, mais très courtes. Et puis, je vais faire le bilan de cette partie, parce que ce sera quand même déjà pas mal pour aujourd'hui. Alors, ligne 13 pour vous, elle écrit, donc là on est toujours sur travail d'explication de texte. Cet idéal régulateur se révèle être une norme et une fiction, prenant les apparences d'une loi développementale, régulant le champ sexuel qu'elle est censée décrire. Alors cet idéal régulateur, pour les sociétés, c'est bien entendu l'hétérosexualité. Elle dit c'est une norme, parce que ça veut dire que quelque part, en fait, ça correspond à une norme statistique. En fait, une norme, c'est quelque chose de statistique, c'est pas forcément quelque chose de moral ou de prescriptif. Et puis, c'est une norme aussi au sens politique, évidemment, hein, ça, c'est ce qu'on a vu. Et c'est aussi une fiction, puisqu'en fait, l'hétérosexualité obligatoire, c'est bien sûr une fiction, puisque ça n'est pas universel. Donc elle dit c'est une loi développementale, ça veut dire c'est comme cela que nous devrions nous développer. En tout cas, c'est comme cela que le cinéma, la littérature, l'école, les parents, la médecine, la société, le droit, etc. nous proposent de nous développer. Nous prescrivent même quasiment en fait de nous développer. Quand on attribue des petits amoureux aux enfants, voilà, quand ils ont des amitiés mixtes, etc. Bon, on est déjà en train d'essayer de les construire comme hétérosexuels, pardon. Donc le mot loi, qui est encore discutable, hein, elle met encore beaucoup de choses là derrière qu'on n'a pas dans le texte et sur lequel c'est pas nécessaire quand même de venir ici, mais quelque chose en tout cas qu'on nous prescrit comme un développement habituel, normal, etc.
Et elle dit cela régule en fait quelque chose que c'est censé décrire. Donc finalement, en prétendant décrire le comportement social sexué des individus, en réalité on le régule. Donc on ne décrit pas les comportements individuels, voilà, on ne décrit pas la réalité en fait, on la régule grâce à cette norme, c'est-à-dire qu'on va espérer modifier la réalité, ce qui fonctionne. On a quand même, je ne sais pas, des célébrités qui ont attendu d'avoir 40, 50 ans pour faire leur coming out. On a des gens qui toute leur vie font semblant. On a quand même on voit bien que en fait, cette régulation, elle fonctionne d'un point de vue politique. Sinon, les individus se sentiraient plus libres en fait et seraient capables de dire bah oui, non, peut-être, je ne sais pas, j'en suis pas sûre, je peux pas répondre à ta question, etc. Bon, ou bien non, je te ressemble pas tant que tu crois, etc. Pour moi, les choses sont différentes. Voilà. Donc cette phrase aussi, elle est très importante. Et en fait, cette phrase, elle me permet de faire le rapport entre ce mot de performativité, sur lequel aussi il y a eu des questions, et en fait sur lequel beaucoup de lecteurs de Butler se sont questionnés, tant et si bien qu'elle a écrit d'autres ouvrages après pour parler de la performativité, de la performance, parce qu'elle espérait bien qu'il n'y ait pas ce quiproquo dans lequel on pense que ça n'est qu'un jeu et qu'on peut changer le jeu. En fait, non, c'est un jeu si on veut, mais on ne peut pas changer le jeu. Et donc la question de la performance. Alors c'est vrai que j'ai peut-être pas assez été claire, au sens où quand j'ai donné mon exemple de s'habiller le matin, on pourrait penser qu'il peut s'agir d'une performance individuelle. Alors qu'en réalité, avec tout ce qu'on a dit, tabou de l'inceste, tabou des sociétés concernant l'homosexualité, hétérosexualité idéalisé par les sociétés, idéal régulateur politique, etc. On voit bien que tout cela est social. Et donc cette performance, elle n'est pas individuelle, elle est sociale, elle est globale, elle est politique. Donc ce qui va nous permettre de nous donner une identité qui est quand même assez importante, assez intime, etc. Comment je m'habille le matin, qui je suis, qu'est-ce que je suis censée prendre comme rôle dans l'existence, etc. Donc qui se ramène à des questions d'identité individuelle. On voit bien en fin de compte que cette performance, elle est sociale. Donc quelle est la différence entre l'expression de genre et la performativité? C'est simple. Téléphone, ça me fait peur. Donc je reprends. La différence entre expression et performativité, en fait, c'est tout simple. La performativité du genre, elle est sociale. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas. Le matin, on ne se dit pas je vais m'habiller comme un homme, etc. On le fait en fait, et socialement, on joue tous une espèce de comédie inconsciente, performance sans modèle, mais performance sociale. En fait, ce n'est pas qu'on veut donner du sens tellement, ou qu'on veut absolument que cet idéal régulateur soit une réalité, que cette fiction soit une réalité, c'est pas ça, c'est simplement une habitude sociale dans laquelle nous nous sommes coulés la plupart du temps assez confortablement et qui nous permet simplement de ne pas y penser ou voilà, de ne pas se créer un problème supplémentaire en fait pour quelque chose qui la plupart du temps n'est pas problématique. En fait, la question du genre, elle va être problématique d'un point de vue politique. Quels sont les droits qui sont attribués à chaque genre? En fait, ça va être ça. Elle va être problématique du point de vue de la personne qui transgenre, voilà. Mais la plupart du temps, pour quelqu'un qui n'est pas dans une revendication politique, une action politique, pardon, ou pour la personne qui se sent parfaitement en adéquation avec son genre, eh bien c'est une performance sociale très inconsciente qui n'est pas une validation de l'idéal régulateur, puisque la plupart du temps j'en ai même pas conscience, mais qui est simplement une habitude. Et du coup, la différence, c'est que l'expression de genre, elle est individuelle. Il y a des jours où on va être plus ou moins masculin, plus ou moins féminin. En fait, c'est l'humeur, le contenu de la journée à venir et un tas de choses vont voilà, par exemple, on ne va pas se vêtir de la même façon pour une soirée et puis pour aller travailler simplement ou pour traîner chez soi en confinement, etc., en pyjama. On va simplement pas exprimer de la même façon notre rapport au corps d'abord et puis notre genre, alors que la performativité, elle est sociale. Voilà, donc c'était ça la grande différence.
qui nous permet d'en venir à la dernière phrase du texte. Alors j'ai pas eu tant de questions que ça, donc en fait je vais faire une vidéo assez courte, et en fait ce que je vous propose c'est que les questions vous pourrez me les envoyer en MP, et sinon là dès qu'on va faire la transition et on pourra passer au petit 2 à la rentrée à distance. Donc là vraiment la dernière phrase du texte qui normalement maintenant devrait vous permettre de lire tout le texte tout seul, et ça serait pas mal que vous le fassiez, parce qu'un texte aussi difficile, quand vous avez par petits morceaux comme ça avec moi levé les difficultés, devrait être lisible avec quelques efforts et vous entraîne aussi à devenir des lecteurs un peu plus aguerris en fait, hein, donc c'est important. Donc je prends même pas la dernière phrase d'ailleurs, le dernier petit bout de phrase. Tout acte de genre ne serait ni vrai ni faux, réel ou déformé, et le présupposé selon lequel il y aurait une vraie identité de genre se révélerait être une fiction régulatrice. Donc là, ce qu'elle dit finalement pour finir, c'est que il n'y a pas de bonne manière d'incarner le genre. Puisque le genre, c'est une fiction sociale qui n'existe que parce qu'elle est jouée, c'est vrai, j'ai pas assez insisté là-dessus, le genre n'existe que parce qu'on le joue. Si on ne le jouait pas, il n'existerait pas. Et on peut très bien décider de ne pas le jouer en fait. Et dans ce cas, il n'existe pas vraiment. Voilà, on ne sait pas et l'autre ne sait pas qui on est en fait de ce point de vue-là. Parce que c'est vrai que c'est une non-question quelquefois. Le genre ne dit pas grand-chose de mes qualités au travail ou d'autres choses. Donc finalement, le genre n'existe que parce qu'on le joue. C'est étrange que quelque chose n'existe que parce qu'on le joue. C'est comme si finalement, lorsque vous vous déguisez pour Halloween, le personnage dans lequel vous vous déguisez, il existe qu'à condition que vous l'utilisiez, ce déguisement. Je sais pas, vous vous déguisez en Catwoman, mais alors Catwoman, il y a un référent. Il y a un comics qui fait exister ce personnage un peu noir, etc. Alors que là, c'est l'idée que cette fois-ci, il n'y a pas de noyau, il n'y a pas de réalité, il n'y a rien en dehors du jeu. Mais ça existe puisqu'on le joue, c'est réel, mais ce n'est réel que parce qu'on le joue. Et on va continuer à le jouer, hein, puisque c'est un jeu social. Mais en fait, en dehors de ce jeu, ça n'est rien. Et pour l'individu, ça n'est rien philosophiquement, ça n'est rien du point de vue de son essence ou de sa nature. Pour l'individu, c'est une grande part de son identité, bien sûr. Donc pour l'individu, c'est non seulement très réel, mais aussi très important. Donc le genre n'est ni vrai ni faux, ni réel ou déformé, parce qu'il n'y a pas une vraie identité de genre. C'est comme si elle disait, il n'y a pas un vrai modèle féminin. Ça n'existe pas. Donc quand on dit à quelqu'un tu n'es pas assez masculin, ça veut rien dire, parce qu'il n'y a pas de modèle de ce que c'est que d'être assez masculin, ou trop peu. Ou, voilà. En fait, c'est une phrase qui ne veut rien dire en réalité. Ce que pourtant une phrase qu'on peut tout à fait dire. Donc c'est en ce sens-là une fiction régulatrice. Alors, je termine là-dessus. Je reviens sur les enjeux. Notre manière d'être homme ou femme est donc pour nous très important dans le cadre de notre identité, mais ça tombe bien puisque pour nous l'identité, on a toujours vu que c'était pas quelque chose de naturel. Donc de ce fait-là, ça tombe très très bien. Notre identité n'est pas naturelle. Donc notre identité de genre n'est pas naturelle non plus. C'est important pour nous, c'est habituel. C'est une seconde peau, c'est pas seulement une habitude dont on peut se débarrasser comme la cigarette, c'est une habitude plus ancrée que ça, comme s'habiller pour sortir de chez soi. C'est une habitude, mais c'est pas possible de se défaire de cette habitude, on se sentirait vraiment trop mal. Bon, déjà évidemment ce serait illégal, ce serait gênant pour les autres, et puis ce serait vraiment être mal à l'aise. Donc c'est une habitude qui devient ce qu'on va appeler une seconde nature. Donc ce que j'estime être naturel est en réalité le croisement de plusieurs champs, le politique, le culturel, le social et la question de l'identité psychique. On peut imaginer que c'est naturel au sens où c'est une seconde nature pour nous. On ne peut pas forcer les gens à penser que c'est naturel dès lors qu'ils rencontrent dans leur existence ou dans leur intimité une discontinuité du genre, c'est-à-dire
Voilà, je ne suis pas dans le bon genre, on ne m'attribue pas le bon genre, pardon. Et en ce sens-là, on peut dire que l'homme a peut-être besoin de s'imaginer une nature, parce que c'est assez vertigineux de se dire je suis Madame Lombard, professeure de philosophie, etc. Mais demain, je serai autre chose. Je serai Madame Lombard retraitée, etc. Et après-demain, je serai autre chose. Après la retraite, pas grand-chose du coup. Mais voilà, on a bien compris que du coup, tout cela, c'est l'impensable en quelque sorte. Donc, il est vrai que s'inventer une nature pour l'homme, sans que cette invention soit réellement consciente, est presque une nécessité, parce que sans cela, qu'est-ce qui serait stable dans nos existences? D'un point de vue philosophique, on va reprendre la phrase d'Héraclite, on ne descend jamais deux fois dans le même fleuve. Le devenir est toujours changeant et nous sommes toujours changeants. Donc d'un point de vue philosophique, il n'y a rien de stable dans nos existences sur quoi on puisse se fier. Mais ça, c'est très dur à penser en réalité. Donc on va s'inventer des stabilités. Avoir un chez-soi, être une femme ou un homme, avoir un métier pendant suffisamment longtemps pour que finalement il me donne une place dans le monde, voilà, etc. etc. Nous avons besoin de ce type de continuité parce que précisément nous en sommes dépourvus, parce que précisément la continuité du flux des événements de l'existence, le devenir et la continuité du flux des pensées en réalité nous interdisent tout cela. Donc l'homme doit se penser lui-même comme une sorte de norme, et il doit penser la nature comme une norme, comme une espèce de référence, parce qu'il se pense lui-même comme un être un petit peu hors norme ou singulier à part de la nature. Donc comme l'homme se pense un petit peu comme un être hors norme, il a besoin en fait de s'inventer une norme, et bien souvent cette norme, ça va être pour lui la nature. Parce que comme ce n'est pas lui qui directement invente les mécanismes qui sont à l'œuvre dans la nature, même s'il peut les modifier, il les invente pas, il les a pas créés, eh bien la nature lui semble un modèle, alors qu'elle est simplement une chose qui lui échappe. Mais en fait pour lui elle va être un modèle, au point que l'homme va souvent être tenté de penser que certaines choses sont pour lui contre nature, ce qui est évidemment parfaitement faux. Voilà, bon, je sais pas moi, l'avortement peut être contre nature au sens où il y a des animaux qui mangent leurs petits. Enfin, voilà, mais contre nature, ça on l'entend. On l'entend parce que l'homme a besoin de se référer à un modèle. Et ce modèle peut être beaucoup de choses. Ce modèle peut être la culture dans laquelle il est bercé. Et ce modèle peut tout à fait être la nature. Et dans nos discours, on voit bien que la nature peut fonctionner comme un modèle. Donc ici, la nature est une forme de fiction qui nous aide en fait à nous penser. Et la nature de ce fait-là, pour le moment, du point de vue du rapport de l'homme à lui-même, n'est rien d'autre qu'une fiction. Et donc la partie suivante du cours qu'on va voir à la rentrée, c'est non plus la fiction du genre, du point de vue de l'homme ou de la femme, mais la fiction de la nature humaine, du point de vue des êtres humains. C'est le moment où on dit oh, c'est humain. C'est dans la nature de l'homme. Mais on va examiner justement la question de savoir si l'homme a bien une nature. Et ça, c'est vraiment une question philosophique passionnante. Et en plus, pour ceux qui ont des résistances ou des préjugés sur le cours de cette semaine, que j'ai choisi là pour cette première séance de confinement parce que il me permettait de gagner un peu de temps en fait, parce que je connais très très bien cette problématique. Mais je sais bien que c'est pas au goût de tous. Bien là, dans la deuxième partie donc, du grand 1 du cours, hein, la question de la nature humaine, y a-t-il quelque chose comme une nature humaine? C'est une très très belle question, une question vraiment très mystérieuse d'un point de vue philosophique. Et là au moins, pour ceux qui ont été un peu dérangés par le cours de cette semaine, eh bien il y a pas de question de genre. Donc ça veut dire que quand j'emploierai le mot homme, ça signifiera, comme vous aimez à le dire, homme avec un grand H et pas du tout être humain. Voilà, une vidéo un peu plus courte, mais je crois amplement suffisante. Et de toute façon, toutes les questions sont toujours possibles. Je vais essayer maintenant de faire le tour de vos copies pour lesquelles je suis bien très 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 en retard. Donc voilà, eh bien, bonne écoute.